L'instant Darty. Bonjour, c'est Nathalie du magasin Darty de Guérande. Nous sommes des commerçants indépendants et nous avons décidé de continuer de vous servir en toute sécurité à travers un drive sans contact tous les matins entre 9h30 et midi. C'est simple, allez sur le site darty.com et cliquez sur le bandeau « Retirez vos produits en magasin ». Vous sélectionnez vos produits, vous payez en ligne et vous pouvez venir les retirer dès le lendemain matin au magasin Darty, zone de Villejames à Guérande. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 09 83 94 78 56. Je répète, 09 83 94 78 56. C'est efficace et pratique. Prenez soin de vous. Darty, 3 rue de la Préneuve face à Lidl, zone de Villejames. Bonjour Bruno Denis, vous êtes avocat au barreau de Saint-Nazaire et bâtonnier de Saint-Nazaire. Alors Maître Denis, je voulais vous avoir pour évoquer une affaire dont très honnêtement je ne m'attendais pas à ce que cela fasse autant de bruit, avec des centaines de commentaires sous la rediffusion de l'interview d'un résident secondaire qui se plaignait d'être ostracisé, et sur Facebook des centaines de partages et aussi des centaines de commentaires. On va en parler, mais d'abord j'aimerais quand même, avant d'aborder le sujet des résidents secondaires, Bruno Denis, prendre des nouvelles de vos avocats à Saint-Nazaire. Comment les choses se passent en cette période de confinement? Bonjour Yannick et bonjour à tous vos auditeurs. Eh bien écoutez, comme beaucoup d'entreprises, les avocats sont naturellement impactés par cet épisode que l'on appelle maintenant le Covid-19 ou le coronavirus. Impacté pourquoi? Tout simplement parce que les audiences n'existent plus, les expertises n'existent plus, les rendez-vous en cabinet pour la quasi-totalité des cabinets n'existent plus. Donc il faut quand même être conscient que on fait partie, nous aussi, de ces entreprises qui sont impactées. Moins évidemment que les restaurateurs, les bars, les brasseries, etc., les hôtels même pour notre région. Enfin voilà un petit peu la situation. Alors ceci étant, on a quand même un avantage, c'est que tout ce qui concerne la continuité du service de la justice a été mis en place. Ça veut dire que pour les urgences, les audiences continuent à fonctionner. Alors évidemment, pour vos auditeurs, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais les urgences, ce sont les urgences en matière de famille, lorsqu'il y a des violences conjugales, et des décisions à prendre en droit familial. Ce sont les urgences en matière pénale, lorsque des personnes sont arrêtées et qu'il faut éventuellement les placer en détention. Ce sont les audiences de comparution immédiate. Donc toutes ces audiences à connotation d'urgence. En matière civile et commerciale, on a aussi la même notion d'urgence qui permet de pouvoir envisager de juger une affaire, et je vais y revenir très rapidement. Pour toutes les autres affaires, malheureusement, ce sont alors, même pas des reports ou des renvois à des dates déterminées, parce que c'est ce qu'on appelle des annulations d'audience, des affaires qui sont sine die, et on attendra la fin du confinement pour voir exactement quand est-ce elles vont être évoquées. Et je termine très rapidement, Yannick, oui, pour préciser pour les affaires qui sont en cours. En fait, on a des avocats qui sont de permanence et qui vont aller au tribunal. On a réussi à mettre en place avec Madame la procureure de Saint-Nazaire, Madame la présidente, Monsieur le président du tribunal de commerce, des dispositions qui nous permettent de pouvoir retenir des dossiers, mais sans audience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions précises qui ont été mises en œuvre par la loi et qui nous permettent de pouvoir déposer les dossiers à la maison de l'avocat, aller ensuite avec un avocat référent déposer ces dossiers au tribunal, les juges récupèrent les dossiers et les décisions seront rendues dès que la fin du confinement sera mise en œuvre. Donc un moindre mal, je dirais, mais dans une proportion infinitésimale, bien évidemment. Donc on travaille comme on peut. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les avocats, l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire. Et sur la situation financière de beaucoup d'avocats indépendants? Alors là, évidemment, la quasi-totalité des avocats sont des avocats qui exercent en matière pénale, civile, commerciale, etc. Donc sont tous impactés. La conséquence, c'est que plus de plaidoirie, plus d'expertise, plus d'audience égale plus de rentrée financière. Pour certains, il y avait des dossiers qui, alors il faut quand même être honnête, il y a des dossiers qui sont en cours et qui nous permettent de pouvoir continuer à travailler et à facturer. Maintenant, on voit bien que les entreprises, elles, commencent aussi des fois à ralentir les paiements. Donc à Saint-Nazaire, l'impact, c'est
quelques cabinets qui m'ont informé en tant que bâtonnier qu'ils allaient avoir, parce que ça dépend si ce sont des femmes ou des hommes, souvent des cabinets individuels qui ont des petits problèmes pour payer les collaborateurs, donc des ruptures de contrat de collaboration. Pour d'autres qui peuvent avoir des problèmes de règlement de leur loyer. Donc voilà, un domaine, on n'est pas privilégié, hein, contrairement à ce qu'on a pu entendre à certaines époques. Voilà, on est une entreprise, une petite entreprise, une TPE, une PME pour certains, mais confronté à cette difficulté, et on va prendre contact avec nos banquiers pour essayer de mettre en place des prêts garantis par l'État aussi, voilà, comme tout un chacun. Est-ce que l'on peut penser que les décisions de justice, les affaires en cours vont prendre beaucoup plus de temps, parce que le temps que la machine se remette en route après le 11 mai, on va vite arriver en juillet-août, il y a des vacances judiciaires, donc si déjà en septembre on a rattrapé le retard, ça veut dire qu'on a réaccumulé un retard des dossiers en attente depuis la mi-mars, qui seront traités. Oui, Yannick, exactement. C'est-à-dire que c'est un peu comme on nous fait du report de charges, mais ce n'est que du report. À un moment, il faudra bien les payer, ces charges. Donc, en matière de justice, c'est pareil. Ce sont des affaires qui sont décalées, qu'il va falloir à un moment réaudiencier. Donc, très objectivement, avec Madame le procureur, nous sommes entretenus et on s'entretient très régulièrement avec Madame le procureur ou avec Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour préparer un petit peu l'après-confinement, ou en tout cas la reprise des audiences. On a prévu de se voir fin avril pour voir quelles sont les affaires qui sont déjà audiencées, voir celles qui ont été annulées, comment on peut les replacer. Il y aura du travail, évidemment. Il va falloir qu'on essaye sans doute de mettre un peu les bouchées doubles, comme dans certaines entreprises où j'entends le gouvernement dire qu'il faudra peut-être aussi là mettre un peu plus d'heures de travail et pas se limiter à nos 35 heures par semaine. C'est vrai qu'il va y avoir une crise. Je fais partie de ceux qui disent, et notamment pour la défense des avocats de Saint-Nazaire entre autres, mais un peu plus généralement, il faut que on puisse travailler pour récupérer ce retard et faire en sorte que l'on sauvegarde les salariés de nos cabinets d'avocats, a fortiori évidemment les cabinets d'avocats, et voilà, pour garder notre personnel. Aujourd'hui, c'est ça le challenge, hein, c'est de faire en sorte qu'on redémarre le plus vite possible, qu'on retrouve cet équilibre qu'on avait naguère, de façon à pouvoir limiter au maximum la casse sociale, entre autres. Oui, parce que même pour des avocats, le télétravail a ses limites. Il faut quand même voir les clients, échanger des pièces. Est-ce que finalement, dans votre métier, comme dans tout ce qui est justice, le FaceTime ou le Skype, c'est pas suffisant? Je veux dire qu'on a presque, dans certaines affaires, besoin de sentir la personne. Elle peut se confier davantage, elle peut livrer des éléments utiles à son défenseur quand elle est en face à face et pas quand elle est au téléphone. C'est une impression que j'ai. C'est pas une impression, c'est parfois la vérité. Parfois, on peut s'en dispenser. Alors, je m'explique. Dans certains dossiers, ce sont des dossiers qui peuvent être examinés sur pièce, donc pas de difficulté. En matière pénale, c'est beaucoup plus délicat. Quand vous êtes à Saint-Nazaire et que vous avez un client qui est détenu à Nantes et que vous discutez en visioconférence avec un magistrat de la cour d'appel de Rennes, si vous voulez, vous n'êtes pas à côté de votre client. Vous ne pouvez pas lui prendre la main éventuellement pour lui faire comprendre que il faut peut-être pas non plus qu'il en dise trop. C'est pas parce qu'il ne doit pas dire ce qu'il veut dire, mais c'est parce que on doit répondre à des questions qui vous sont posées de manière précise. Il n'y a pas la peine d'en dire des tonnes et des tonnes. Voilà. Donc c'est vrai que dans certains dossiers, on a besoin d'avoir ce contact. Pour les rendez-vous, comme vous le disiez, on a des clients qui nous disent, mais attendez, j'ai 350 pièces. C'est sûr qu'on va pas les envoyer par mail pour les regarder les unes après les autres. Donc souvent, on a besoin d'avoir ce contact physique. Alors, on essaye de s'organiser. Voilà, on fait comme beaucoup d'entreprises, de la téléconsultation. Hein, moi, je suis en train de mettre en place pour mon cabinet des fiches pour les clients qui pourront ainsi les consulter pour savoir ce qu'ils doivent faire, notamment en matière de conseil d'entreprise, du mandat ad hoc, de la conciliation pour éviter la procédure collective. On va essayer de mettre en place de la négociation avec les créanciers, que ce soit le bailleur pour les locaux commerciaux, que ce soit les assureurs parce qu'il y aura du retard dans les primes, que ce soit avec l'État pour le retard avec l'URSSAF ou encore les impôts. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place au niveau de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire pour pouvoir aider tous nos concitoyens, nos clients bien évidemment. Hein, voilà, en tout cas, on va faire tout ce qu'il faut pour ça. Alors Bruno Denis, je rappelle que vous êtes avocat bien sûr et bâtonnier de Saint-Nazaire. Je souhaitais aussi avoir votre opinion sur ce fait d'actualité.
très honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça fasse couler autant d'encre. Sur CareNews, on a eu un résident secondaire qui s'est plaint de l'ostracisme dont il faisait l'objet par les élus d'une manière générale, dans les médias, mais sur toute la France. Et il nous dit, moi je suis résident secondaire à Mesquer, avant le midi où on avait encore le droit de circuler. Oui, on 12 heures, hein. Le 17 mars à 12 heures. Voilà, le 17 mars à 12 heures, on est venu donc à Mesquer avec ma famille. On ne gêne personne, on est confiné à Mesquer. Pour nous, cela ne change rien. Et on nous insulte alors qu'on paye des impôts, on contribue aussi à la richesse économique locale. Et j'ai aussi ajouté que sur le plan constitutionnel, en France, on n'était pas dans un État fédéral et que tout citoyen français était partout chez lui sur le territoire de la République. Il y avait une propriété privée et il n'y avait pas de définition dans le confinement si c'était la propriété fiscale ou résidence secondaire. Rien n'a été dit par les autorités, d'autant plus qu'il y a des gens qui ont leur résidence secondaire mais qui votent. On aurait pu très bien dire que le confinement, c'est là où vous avez voté dimanche dernier. On aurait peut-être eu encore plus de résidences secondaires. Alors du coup, j'ai eu beaucoup de messages. Parfois, on me reprochait de ne pas être impartial, pas être objectif. Mais je trouve que l'objectivité, c'était finalement de préciser cela, car il n'aurait pas été objectif de ne pas préciser cela. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Monsieur n'est pas un délinquant. Mais beaucoup de messages de gens dont on peut comprendre qu'ils soient choqués moralement, mais qui, sur le plan technique, disent c'est un délinquant, ces gens-là n'avaient pas à être là. Alors, qu'en pensez-vous, Bruno Denis ? Alors, Yannick, j'ai l'impression d'être un peu la clause de conscience ou l'objectivité du journaliste. Non, je vous demande ça en toute neutralité. Mais en toute neutralité, je vais répondre. Il y a deux choses qui me semblent importantes dans ce qui vient d'être dit. Il y a cette date du 17 mars 2020 qui correspond en fait à la mise en œuvre d'une disposition gouvernementale qui résulte en fait d'un décret, qui est le décret 260 du 16 mars, qui a été publié au journal officiel, et j'ai vérifié bien évidemment lorsqu'on a eu les premières discussions à ce sujet. Il a été publié le 17 mars. Donc il entrait en vigueur, c'est important de le rappeler, ce décret 260 immédiatement. Donc un décret du 16 mars qui entre en vigueur immédiatement dès sa publication, et au journal électronique, il est publié le 17 mars. Donc ce décret indiquait que le 17 mars, jour de sa publication à 12 heures, et ce jusqu'au, c'est important aussi de le préciser, jusqu'au 11 mai 2020, les gens devaient rester en quelque sorte confinés. Alors c'est là où ça commence à devenir intéressant, parce qu'on a des mots qui sont des mots du courant, du quotidien, mais qui ont aussi une connotation juridique. Le texte, en son article 1er, nous disait qu'il y avait une interdiction du déplacement de toute personne en dehors de son domicile. Voilà, sauf motif. Et là, on avait 5 motifs principalement. Maintenant, on est passé à 7 ou 8 motifs. Voilà, on les connaît tous et on remplit notre feuille. Donc, en fait, c'est une interdiction de sortir de déplacement, plus exactement, en dehors de son domicile. Et c'est là où ça devient, j'aurais tendance à dire, comme dans beaucoup de dossiers que l'on a, qu'est-ce que c'est que le domicile? Et quand on commence à parler de domicile, il y a des notions extrêmement variées. Et je peux même pas dire qu'il y a une définition très précise. On sait que un domicile, pour un juriste, ça se discute, et on fait toujours référence à la nécessité, à l'unité, à la fixité ou à l'inviolabilité du domicile. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît tous, qu'on a tous appris en faculté. Bon, maintenant, le domicile, il est défini par l'article 102 du Code civil, qui dit que c'est le lieu où la personne a son principal établissement. Alors, c'est vrai que si on raisonne comme ça, on va dire, le lieu du principal établissement, c'est quoi? Mais là aussi, on n'en sait trop rien. La jurisprudence, elle vient de nous dire, c'est une question de fait. C'est au juge de déterminer. Et vous l'avez bien dit, Yannick, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui résident à Paris, mais qui sont toujours électeurs à La Baule ou à Mesquer. Donc, lorsque leur résidence, c'est Paris, et leur domicile, c'est Mesquer, ou est-ce que leur domicile, c'est Paris, et leur résidence, c'est Mesquer? Parce que la résidence secondaire, on voit bien ce que ça veut dire, c'est là où on réside pas habituellement. Mais
Vous avez des gens qui font du télétravail, qui viennent tous les week-ends et qui partent Bien le sûr, lundi, on connaît après-midi maintenant. parfaitement. On connaît des gens qui habitent La Baule, dont la famille habite La Baule, les enfants vont à La Baule à l'école et le papa part le lundi matin et rentre le jeudi soir et il passe 3 jours ici et il continue à travailler le vendredi, voire le samedi, etc. Donc, quel est vraiment le domicile? Alors, je pense que pour essayer de donner une réponse à la question qui m'est posée, et je dis bien pour les gens qui se sont déplacés antérieurement à 12 heures le 17 mars, il y a la Cour de cassation, et j'avais regardé cela à un moment donné, la Cour de cassation et la chambre criminelle, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il n'y avait pas d'infraction. Si, il y a une infraction aujourd'hui si on se déplace et qu'on est pris, oui, alors après le 17 mars midi. Après oui. le 17 mars, il y a une infraction. Mais pour ceux qui étaient avant, il y a quand même la chambre criminelle de la Cour de cassation qui en 2004 avait donné quelque chose comme définition du domicile qui est assez ambigu encore. Et je cite parce que j'avais le texte sous les yeux là. C'est le lieu où qu'elle y habite ou non, une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. Pour ceux qui veulent chercher, c'est cassation criminelle numéro 04-82.260. Et parce que j'ai déjà eu l'occasion évidemment d'être confronté à ce genre de questions, le domicile, la résidence secondaire peut être un domicile. Dès lors que, comme je le disais à l'instant, c'est qu'on y habite ou non, c'est une personne a le droit de se dire chez elle, quel que soit le type juridique de son occupation ou l'affectation des locaux. Donc les gens qui sont arrivés avant le 17 mars à 12 heures, en disant je vais vivre mon confinement ici à Mesquer, à La Baule, sur la côte là, c'est pas gênant. Ça l'est plus, par contre, là je le dis clairement, pour les gens qui sont venus passer un week-end pascal ou les vacances pascales à La Baule, etc. Ceci étant, après c'est une question de savoir-vivre, ils sont venus après le 17 mars. Donc là, le terme de délinquant là peut s'appliquer pour ceux qui sont venus après le 17 mars midi. Exactement. Bon, mais là c'est pareil. Il faut aussi être honnête. En tant qu'avocat, je vais dire évidemment ceux-là ont a priori enfreint la loi, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir des gens qui sont dans cette situation, qui ne vont peut-être effectivement donner du dossier à des avocats, mais ça, je ne plaide pas pour la paroisse, bien évidemment, mais qui vont se comporter de manière parfaitement correcte et respecter les gestes barrières, etc., plutôt que d'avoir, comme on l'a vu à Saint-Nazaire, des gens, et là je le précise, on a des comparutions immédiates de gens qui sont des gens domiciliés à Saint-Nazaire et qui sont rendus à 4 ou 5 infractions de violation de la loi. Qui est le plus dangereux? Les personnes qui sont domiciliées ici et qui enfreignent la loi de manière récurrente, ou les gens qui sont venus se réfugier dans leur résidence secondaire, mais qui respectent totalement les gestes barrières et les consignes du gouvernement. Voilà. Donc, je pense que les juges arriveront à un moment donné, si jamais il y a des dossiers qui doivent aller plus loin, à faire un peu la part des choses. Oui, j'apprends finalement quelque chose en vous écoutant, Bruno Denis, c'est que finalement, imaginons quelqu'un qui n'a pas de domicile stable, qui rencontre le 16 mars une jolie femme, et cette jolie femme habite à La Baule ou à Guérande et lui propose de venir habiter avec elle, enfin venir passer quelques semaines avec elle. Le 17 mars au matin, ce monsieur s'installe chez cette jeune recrue. C'est cette jeune dame, ils vivent une belle histoire, tant mieux pour eux, mais à 13h, le 17 mars à 13h, il peut dire, s'il est interpellé par les forces de l'ordre, qu'il est à son domicile en étant chez cette personne. Il s'est créé un domicile. Si la personne dit oui, je l'accueille, c'est mon nouveau petit ami, il est chez moi, il peut dire techniquement que c'est un domicile. C'est ce que je comprends. Comme on disait tout à l'heure, la Cour de cassation chambre criminelle du 19 octobre 2004, à partir du moment où, quel que soit le titre juridique de son occupation, il dit voilà, j'habite chez mon ami et je suis confiné. Faut savoir que entre le moment où le décret est paru et est devenu obligatoire à respecter, c'est-à-dire le 17 mars à 12 heures, on nous a pas dit que ce décret, il était exécutoire
immédiatement le jour où le président de la République a dit on va confiner tout le monde. Il y a eu un délai pendant un certain temps, et en tant qu'avocat, mais également en tant que papa, je peux parler de mon cas concret. Lorsqu'on a entendu qu'il y allait avoir une mesure de confinement, on a interrogé notre fille qui, elle, travaille à Paris, qui n'a qu'une résidence à Paris, mais qui a son domicile puisque sa carte d'électeur, elle est sur La Baule. On lui a dit, fais ton choix. Est-ce que tu veux venir te confiner à La Baule ou pas? Elle a choisi de rester sur Paris parce que plus près de son travail, si jamais il y avait lieu de devoir y aller, alors qu'elle est en télétravail. Voilà. Donc, c'était un choix qui a été donné aux gens. Et je distingue bien la période antérieure au 17 mars 12h. On s'est tous compris là-dessus, Maître Denis. Et en plus, ce qu'il y a de surprenant, c'est que tout le monde savait qu'il allait avoir le confinement déjà 48 heures à l'avance, dans les milieux parisiens, dans les amis, dans les ministères, dans les réseaux de journalistes, mais même ça dépassait les cadres supérieurs. Enfin, tout le monde le savait, grosso modo. Et on savait très bien qu'il allait y avoir une date barrière. Les gens avaient déjà fait leurs valises. Les Parisiens qui voulaient venir en province avaient déjà fait leurs valises au moment de l'allocution d'Emmanuel Macron le 16 mars au soir. Donc, oui, Emmanuel Macron et tous les ministres, même Christophe Castaner, savaient eux-mêmes très bien qu'il y avait déjà des milliers de Parisiens qui étaient prêts à rouler de nuit pour arriver avant le 17 mars midi dans leur résidence secondaire. Ils le savaient. Je pense qu'ils savaient très bien, mais qu'ils y... Ils le savaient. On a tous des amis à les ministères. Voilà, le message, le message devait être celui qui consistait à dire, maintenant, il vous reste quelques heures avant de vous décider de l'endroit où vous allez être confiné. Donc, voilà, maintenant, vous connaissez l'information. Prenez vos précautions. Et ce qui était normal d'ailleurs, parce qu'entre parenthèses, des gens qui se retrouvaient éloignés, etc., et des gens, par exemple, qui avaient des locations, 8 jours de location, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur dire, écoutez, alors je sais qu'il y a des textes qui précisent que si vous êtes en fin de location, vous devez à ce moment-là disposer de telles attestations qui vous permettent de rentrer chez vous, mais au moins ça donnait aux gens une possibilité de pouvoir s'organiser. Je pense que c'était ça. Le confinement n'aurait pas été immédiat, techniquement ça aurait été impossible. Imaginons, je reprends encore un autre exemple, quelqu'un qui a son domicile et qui travaille dans une ville, si le soir même il était chez sa petite amie qui est dans une ville voisine à 100 km, il n'allait pas rester coincé chez cette personne à 100 km. Alors est-ce que finalement... Surtout que les 8 cas sont difficiles à appliquer après. Voilà. Est-ce que finalement... peut-être que dans le décret, on aurait dû dire, pour éviter toute cette polémique, il est entendu que le domicile, c'est la résidence où la personne paye ses impôts, où la résidence où la personne est électeur ou électrice. Voilà. Sans parler du lieu de travail, parce qu'il y a le télétravail aussi. Il y a des gens qui n'habitent pas là où est le siège de leur employeur. Je prends ces deux cas, carte électorale ou bien fiscalité. Là, vous allez mettre un petit peu le doigt sur un autre problème, c'est que d'abord parce que la loi définit le domicile comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc de manière extrêmement large, etc. Mais si vous dites à quelqu'un que c'est l'endroit où il vote, par exemple, domicile, c'est l'endroit où vous êtes répertorié comme électeur. Vous imaginez, il y a plein de jeunes qui ont 18, 19, 20 ans et qui n'ont pas encore fait changer leur carte d'électeur alors qu'ils travaillent et qui sont maintenant à Paris, à Bordeaux, à Marseille, etc. Au niveau du... Et ce n'est pas illégal. Ce qui est pas du tout illégal. Mais le problème, c'est que on reste comme ça longtemps inscrit dans une commune et on ne fait pas son changement de liste électorale par rapport à une commune où on habite depuis 2-3 ans. C'est un choix. Donc c'est très difficile à pouvoir dire du jour au lendemain. Ça sera la notion du domicile par rapport à la résidence fiscale ou par rapport à la résidence électorale. Donc moi aujourd'hui, en tant qu'avocat, puisque c'est pour ça que vous m'appeliez, j'en reste à la nécessité d'avoir une unité, une fixité, une inviolabilité du domicile. Ça c'est la définition du Code civil très général. Et l'aspect pénal qui a été donné, c'est là où une personne estime qu'elle y habite ou non d'ailleurs, eh bien elle a le droit de se dire chez elle, donc pourquoi pas une résidence secondaire, j'estime que je suis chez moi, parce que si on en revient à la notion cette fois-ci de la jurisprudence civile, là c'est la beauté du métier d'avocat, on peut discuter parce que c'est un pouvoir souverain d'appréciation du juge. Donc vous voyez, toute la discussion est possible.
Mais Oui, voilà. et puis en plus, même quand vous voyez le nombre de Bretons, de Basques qui sont partis s'installer à Paris pour travailler, mais qui ont leur cœur dans leur ville, ils ont encore ce qui est techniquement, juridiquement, on va dire une résidence secondaire, parce qu'ils ont leur appartement à Paris, mais ils sont de leur village, ils sont de leur ville natale, où ils ont passé toute leur enfance. Ils peuvent considérer moralement que c'est leur domicile, le village où ils Alors, vont. oui, Comme à Noirmoutier, oui, ouais, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que il y a même la résidence familiale qu'on appelait la maison de famille à La Baule. Vous avez des résidences de famille, des maisons de famille qui sont là depuis les années 20, 30, 40, 50. Bon, donc ces gens-là qui aujourd'hui travaillent à Paris, quand ils reviennent dans la résidence familiale. Ils viennent passer certes les vacances, mais est-ce que c'est leur domicile? Peut-être pas forcément au sens du code civil. Est-ce que c'est leur domicile quand il s'agit d'une mesure de confinement par rapport à la décision de la chambre criminelle? Oui, beaucoup plus, parce que je choisis de me confiner à un endroit où la jurisprudence de la chambre criminelle considère que ça peut être mon domicile. Voilà. Que pensez-vous, Bruno Denis, de la teneur de tous ces... On a vu, hein, vous avez vu aussi certainement sur les réseaux sociaux, partout. Là, cette fois-ci, c'est aux citoyens. Ce n'est plus à l'avocat que je m'adresse. Donc, on va sortir du droit, Bruno Denis, de tous ces messages, parfois très, très agressifs sur ces sujets. Parisiens, on veut pas de vous. Moi, j'ai Parisiens, vous venez avec vos microbes, vous êtes des saloperies. Arrêtez de dire que vous faites vivre la région et que vous êtes indispensable lorsqu'il s'agit de vie ou de mort. Alors, il y a quand même des gens choqués. Je vis au Croisic et je peux témoigner de l'ostracisme exacerbé qui règne ici. J'ose espérer que cela est le fait de quelques-uns qui sont très virulents, à tel point que je me suis fait exclure d'un groupe de Croisiquais sur Facebook pour avoir tenu un discours identique, c'est-à-dire dire que les Parisiens ne devaient pas être ostracisés. Mais après, j'ai d'autres messages. Les résidents secondaires parisiens ne respectent pas les consignes. À cause d'eux, le foncier a fortement augmenté. Les jeunes ne peuvent plus se loger sur la côte. D'autres messages, ils font passer leur pognon avant la santé des gens. Restez chez vous, y compris les parigots. Vous n'avez pas honte, vous êtes un parfait exemple de bêtise. Votre problème est de faire vivre avec votre argent qui pue. Partez. Les Parisiens nous prennent pour des ploucs toute l'année. Et des messages. Et moi, j'ai été bouleversé par quelqu'un qui s'appelle Simon. Je ne sais pas s'il est résident secondaire, il doit peut-être l'être. Vu la teneur de ces messages, je voudrais savoir si l'on peut avoir l'autorisation de venir vivre dans votre région si l'on est de confession juive, par exemple. Votre racisme est dégoûtant, a-t-il répondu à d'autres gens. Et puis d'autres, quel connard. Enfin, vous avez vu tout ce qui sort. Comment expliquez-vous en tant que citoyen que la conversation n'ait pas été apaisée sur ce sujet ? Ah, ça, je crois que c'est en fait lié à un contexte extrêmement particulier que l'on a vécu. C'est vrai qu'en tant que citoyen, puisque c'est l'objet de la question qui m'est posée, je suis quand même relativement inquiet de voir avec quelle virulence les gens peuvent réagir sans que, n'ayant pas vécu cette période-là, mais en ayant parlé bien évidemment aussi bien avec mon père que mes grands-parents, on a l'impression de se retrouver un petit peu en arrière, quoi. Hein, j'ai bien vu, il y en a qui ont téléphoné à certaines brigades de gendarmerie et certains commissariats pour savoir si on dénonçait des gens, on avait le droit à une prime. Bon. La Francisque, peut-être. Voilà, donc c'est vrai que en arrivé à ce stade-là, alors je concède que l'on puisse avoir peur. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que ces gens-là, et je distingue toujours entre ceux qui sont arrivés avant, ceux qui sont arrivés après, mais ceux qui sont arrivés avant, c'était un choix. Dès lors qu'ils respectent les consignes gouvernementales qui ont été données, je ne vois pas pourquoi on leur crierait dessus comme tout ce que je viens d'entendre à l'instant dans vos propos, tenus par les auditeurs ou les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il est évident également que cette peur, elle génère ensuite des réactions qui vont au-delà du cas que l'on connaît, puisque je vous entendais parler de gens qui disaient Parigot, restez chez vous, vous faites monter les prix, mes enfants ne peuvent plus. En tant qu'élu local, puisque j'ai aussi le bonheur d'avoir cette casquette, il est évident que on est préoccupé au niveau local par le fait que les prix augmentent, parce que c'est sûr que le pouvoir
de certaines régions, et là on parle des Parisiens, mais on pourrait étendre, hein, les Lillois, les Strasbourgeois, les Bordelais, les Marseillais, les Lyonnais, etc., ont des pouvoirs d'achat qui sont sans doute supérieurs à ceux de nos régions et qui font que quand on achète un bien, et évidemment, ça fait augmenter les prix, etc., puisque la rareté fait la cherté. Bon, maintenant, rien n'interdit à tous ceux qui sont présents aussi de trouver des solutions de façon à pouvoir réagir et puis résister, etc. Bon, je pense qu'on vit une période qui est une période inédite. Je crois que enfin là c'est sûr pour moi, je n'ai que bientôt que 60 ans, mais j'ai jamais connu une telle période comme celle-là. On a une période qui, je l'espère, va nous permettre de tirer des leçons. Y compris sur le sujet que l'on aborde actuellement, hein, c'est-à-dire sur la réaction, le fait que l'on veut ostraciser des concitoyens, le fait qu'on exprime une certaine haine à l'égard de certains de nos concitoyens, alors que malgré tout, je me promène hein, quand même, avec mon papier évidemment dans la poche, mais je vais au marché de la Baule, je vais au marché de Pornichet le matin quand je passe pour aller à mon bureau, je regarde la façon dont ça se passe, je vois bien qu'il y a des gens qui ne sont pas des résidents permanents, peut-être, etc. Mais je ne vois pas quand même globalement trop d'infractions. Et le problème que l'on a, pour terminer, si on peut, c'est quoi? C'est que on a fait tout un tas d'articles dans la presse, sur les réseaux sociaux, de quoi? De 2 ou 3 personnes qui étaient en état alcoolique sur la plage. Bon, mais 2 ou 3, et on entend dire à côté de ça qu'il y a 20 ou 30 000 personnes qui seraient arrivées dans la région. C'est très peu. Je pense que quand on va faire le décompte des infractions commises dans notre région de la presqu'île guérandaise après la période de confinement, on va s'apercevoir qu'on a une diminution de la criminalité de manière assez extraordinaire. Donc, en définitive, on a des gens qui viennent peut-être en infraction avec les dispositions gouvernementales, certains avant qui ont profiter de l'information qui était donnée pour ne pas être en infraction et venir dans notre région, mais avec quoi comme conséquence? Un nombre d'infractions peut-être inférieur. Alors, qu'en est-il finalement de toute cette vindicte que l'on veut jeter? Voilà, et je ne suis pas convaincu non plus que nous ayons une mortalité qui soit supérieure du fait de ces gens qui viennent de l'extérieur. Et je regardais avec tristesse la disparition d'un de nos chanteurs, Christophe, pour pas le citer, qui est décédé à Brest. Mais il est décédé à Brest parce qu'il a été transféré de la région parisienne vers l'hôpital de Brest parce qu'il y avait de la place, etc. Et donc, dans les statistiques, quand je regardais encore régulièrement chaque jour, on nous dit qu'on a tant de morts. Mais évidemment, on n'a pas que des gens de la région qui meurent. On a accueilli, et fort heureusement, des gens qu'on a réussi à soigner, d'autres meurent. Donc, en définitive, on a des dispositifs qui sont mis en place. Et si les gens les respectent, finalement, il faut prendre le temps de regarder ce qui est le résultat de cette période extraordinaire et très particulière que l'on vit en ce moment pour réfléchir et se dire mais est-ce que je suis en train de dire une bêtise ou pas? Or, je pense que quand on dit qu'il y a des Parisiens qui sont peut-être venus et qui n'auraient pas dû venir, finalement, c'est pas forcément illogique, mais est-ce que pour autant, c'est un vrai risque pour la population quand ils restent confinés chez eux, alors qu'un résident, il va sortir de chez lui et peut-être contaminer quelqu'un? Merci Bruno Denis. En attendant, prenez soin de vous, de votre famille et comme on le dit, restez chez vous, respectons le confinement. Peu importe ce que l'on est ou d'où l'on vient, respectons le confinement, restons chez soi, au moins jusqu'au 11 mai, puis essayons de garder les gestes barrières. Après, protégeons-nous, protégeons les autres et soyons conscients de ce qu'il faut respecter, tout ce que l'on doit respecter et voilà, une fois qu'on aura ça en tête, je pense que ça sera bien. Alors, vous êtes avocat Bruno Denis au barreau de Saint-Nazaire et bâtonnier de Saint-Nazaire. Tiens, je vous propose, on termine, vous l'avez cité, on va rendre hommage à Christophe, on va se quitter avec une chanson de Christophe. Que préférez-vous, Aline ou bien Señorita? Allez. Ah, je vais prendre Aline quand même, parce que finalement j'ai appris grâce à lui qu'elle existait vraiment, c'est une Polonaise si je ne me suis pas trompé. Donc on va parler de Aline, comme quoi on découvre les choses dans cette période troublée. Merci Bruno Denis, à bientôt et on se quitte avec Aline en rendant hommage à Christophe. À bientôt. Au revoir.
j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié,